Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Plus que quelques jours avant l'ouverture de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, les dirigeants seront réunis ce 17 mars à Yaoundé. La question de la sécurité frontalière s'invitera notamment au menu des débats. Renforcement de la coopération économique entre le Congo et les Émirats arabes unis. Les deux États ont scellé 2 accords, dont un relatif aux services aériens. Un partenariat renforcé à l'occasion de la visite du ministre congolais de la coopération internationale, Denis Christel Sassou Nguesso, à Abu Dhabi. Et puis le Rwanda s'apprête à accueillir le 73e congrès de la FIFA qui se tient ce 16 mars à Kigali. L'enjeu de ce rendez-vous, l'élection du prochain président. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, reprise du dialogue entre pouvoir et opposition en Guinée. Après plusieurs mois passés sans échange, les deux parties ont repris contact ce 13 mars. Une rencontre orchestrée par les leaders religieux était organisée au centre islamique de Donka. Rencontre durant laquelle une coalition constituée de partis d'opposition, de syndicats et d'ONG s'est entretenue avec le Premier ministre Bernard Goumou. Cet entretien s'est tenu dans un contexte marqué par des tensions entre les autorités de transition et le Front National pour la défense de la Constitution qui organise régulièrement des manifestations en vue d'exprimer leur opposition contre la junte. Rappelons qu'en août 2022, le gouvernement avait annoncé la dissolution du FNDC. Dans un arrêté, il estimait que le collectif met en péril l'unité nationale. Comment renforcer la sécurité frontalière au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale? La question devrait être à l'ordre du jour lors de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, une conférence qui se tient le 17 mars à Yaoundé. Les dirigeants africains devraient notamment se pencher sur l'insécurité qui persiste dans le bassin du lac Tchad, secoué par des attaques de Boko Haram. Laetitia Mebenga. L'état des relations et de l'insécurité aux frontières dans la sous-région CEMAC semble s'améliorer après des incidents qui ont souvent ralenti les échanges. Un apaisement à mettre à l'actif des rencontres à l'instar de la dernière assise de la 5e session de la commission ad hoc de frontières et de la 2e session de la commission mixte permanente de sécurité transfrontalière entre le Cameroun et la RCA, avec des travaux axés sur la délimitation, la démarcation et l'amélioration de la sécurité dans l'espace commun aux deux pays. En effet, s'agissant de la zone frontalière entre le Cameroun et la RCA, les conflits depuis la crise des Antilles-Balaka en 2012 et les incursions sporadiques des groupes rebelles centrafricains au Cameroun avaient progressivement dégradé les échanges entre les communautés. Toutefois, le corridor Douala-Bangui par où transite chaque année environ 55 milliards de francs CFA de marchandises centrafricaines a retrouvé son dynamisme. Je voudrais avant toute chose remercier les autorités camerounaises, en commençant par son Excellence Paul Biya, président de la République. Tout s'est bien déroulé et laissez-moi vous dire que le problème de frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine constitue une préoccupation majeure de nos États. Dans le bassin du lac Tchad, les économies camerounaises et tchadiennes, asphyxiées depuis 2014 par les attaques terroristes Boko Haram, se remettent difficilement dans un contexte économique mondial marqué par des crises majeures. Les insurrections et pillages entre 2014 et 2022 ont engendré une crise humanitaire commune aux deux pays, avec 1,4 million d'enfants déplacés et réfugiés selon l'UNICEF. Le difficile accès aux services sociaux de base plombe les systèmes de production et le développement avec un impact sur l'activité touristique, l'un des piliers économiques des localités environnantes. Le tourisme nous rapporte énormément de devises, donc nous leur avons dit de nous aider à enlever cette mention de zone rouge qui est négative et qui fait que les touristes n'arrivent plus. Aujourd'hui, le taux d'occupation de certains hôtels est passé de 90 à 30%. Pourtant, la région se sécurise. La vitalité du commerce intracommunautaire dans la zone CEMAC, mais aussi l'harmonisation des projets industriels pour répondre au paradigme de diversification économique, nécessite une politique d'intégration qui minimise tous les risques d'instabilité et d'insécurité aux frontières. Cet enjeu de sécurité transfrontalière s'intègre dans le contexte général des travaux de Yaoundé, qui accueille le 17 mars la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC.
Dans l'actualité également, nouvelle tournée africaine pour Anthony Blinken. Le secrétaire d'État américain doit se rendre ce 15 mars en Éthiopie, une visite qui devrait être centrée sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux États. La mise en œuvre de l'accord de paix conclu entre les autorités éthiopiennes et le TPLF devrait également être au cœur des discussions. Malgré la signature de ce document en novembre 2022, la réalité serait différente sur le terrain. Plusieurs médias rapportent en effet des cas d'agression sexuelle par les forces érythréennes, des faits qui se seraient déroulés entre le mois de décembre et janvier. De son côté, Human Rights Watch estime que les troupes érythréennes sont encore présentes au Tigré, notamment à l'ouest, mais aussi tout le long des zones frontalières. Notons qu'après l'Éthiopie, le chef de la diplomatie américaine mettra ensuite le cap sur le Niger. Les échanges devraient entre autres porter sur la crise sécuritaire au Sahel. Le Congo et les Émirats arabes unis renforcent leur coopération économique. À l'occasion de la visite à Abu Dhabi du ministre congolais de la coopération internationale, Denis Christel Sassou Nguesso, les deux pays ont scellé le 13 mars 2 accords. Le premier entend développer les services aériens entre les deux États et le second vise à assurer la promotion des investissements ainsi que leur protection. Les détails avec Nathalie Mo. La République du Congo est une terre d'opportunités pour les investisseurs des Émirats arabes unis. Le 13 mars 2023, dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre leurs deux pays, le ministre congolais de la coopération internationale Denis Christel Sassou Nguesso et son homologue émirien, son Altesse Chakbout Nayan Al Nayan, ont signé 2 accords sur le développement des services aériens ainsi que la protection et la promotion des investissements. Des instruments juridiques favorables à la stimulation du commerce et à l'amélioration du climat des affaires. Le Congo a des atouts géographiques favorables à une économie ouverte, compétitive et propice au développement. Les accords entre les gouvernements de la République du Congo et des Émirats arabes unis visent également un objectif de sécurisation des opérations fiscales. Selon le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, il s'agit de l'élimination de la double imposition ainsi que la prévention de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Je pense qu'en ayant une vision claire, des convictions profondes, le tout adossé à une stabilité politique solide, on s'ouvre indéniablement la voie du progrès et de la réussite. La signature de ces nouveaux accords entre la République du Congo et les Émirats arabes unis est l'aboutissement d'une diplomatie économique du gouvernement congolais engagée dès 2021. Le pays d'Afrique centrale a entamé un processus pour l'amélioration de l'attractivité de ses secteurs agricoles, touristiques et industriels. Le Congo souhaite diversifier son économie qui repose actuellement sur les hydrocarbures, représentant 60% du PIB, 90% des recettes budgétaires et 90% des revenus d'exportation du pays. Restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées en Afrique d'ici 2030, c'est l'objectif du projet baptisé AFRE100 lancé en 2015 en marge de la COP21, un projet soutenu par l'Union africaine et qui vise à répondre à une urgence. Chaque année, le continent perd environ 3 millions d'hectares de terres selon la Banque mondiale. Laetitia Mebenga. Chaque année, c'est près de 3 millions d'hectares de forêts qui sont perdus en Afrique, soit 65% des terres affectées par la dégradation et 3% du PIB perdu du fait de l'épuisement des sols et des nutriments sur les terres agricoles, selon AFRE100, une organisation impliquée dans la restauration des sols et des forêts africaines. Parmi les nombreux défis auxquels fait face l'Afrique, la déforestation et la dégradation des terres se distinguent particulièrement. Aujourd'hui, les pays africains conscients de l'urgence d'agir pour conserver mais surtout pour restaurer les forêts se mettent ensemble pour trouver des solutions durables. Le One Forest Summit qu'a abrité Libreville a également permis de mieux structurer la coopération scientifique nécessaire à la restauration des forêts. L'enjeu de la restauration, de la reforestation, il est crucial. Effectivement, dans les pays sahéliens, parce qu'il y a une vraie lutte contre la désertification, ça, c'est très très problématique. Maintenant, si on veut être capable de restaurer efficacement, il faut des fonds qui soient dirigés. Donc aujourd'hui, on en a de plus en plus, donc c'est une bonne nouvelle. Mais en face, il faut aussi des outils. Il faut une expertise scientifique qui soit capable de restaurer. Parce que reforester des écosystèmes complets et complexes, c'est extrêmement compliqué. La dégradation des forêts exacerbée par le changement climatique
menace les fonctions écologiques vitales et relève l'urgence d'agir sur la restauration forestière, une dynamique déjà en œuvre au Gabon. En l'espace de 20 ans, Libreville, la capitale, a inauguré plusieurs parcs nationaux, comme ceux d'Akonga, de l'Alopé, de Birougou, d'Invido et de Loago. Le partage d'expériences qui découlent des rencontres comme celle de Libreville va participer à accélérer la restauration forestière à travers le monde. Très intéressant, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec ce One Forest Summit, c'est qu'il y a une vraie accélération, une vraie prise de conscience des enjeux à la fois de préservation des bassins forestiers tropicaux, des 3 bassins forestiers tropicaux, mais aussi de restauration de ces bassins. On voit qu'on veut créer une vraie dynamique sociale, économique et écologique, et on commence à avancer vers des actions concrètes. Selon les données de la société Morpho, qui propose des solutions innovantes en matière de restauration forestière, 1,2 milliard de personnes dans le monde dépendent des forêts pour vivre, ce qui souligne l'urgence de la restauration des écosystèmes forestiers à grande échelle. Retour sur l'édition 2023 de l'événement Women Night, un rendez-vous organisé au Togo le 11 mars dernier en marge de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars. Plusieurs personnalités ont répondu présentes à ce rendez-vous, dont la ministre de l'Action sociale, Adjovi Lolonyo Apedo Anakoma. Une soirée durant laquelle plusieurs femmes ont été distinguées. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Après 2 années de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique fait œuvre utile en faveur de l'émancipation de la femme et la promotion du leadership féminin à travers ses multiples actions. Samedi 11 mars 2023 à Lomé, la capitale du Togo, l'organisation humanitaire Agir Ensemble pour l'Afrique a rendu un hommage à la femme africaine en marge de la célébration du 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, à travers la Women Night édition 2023. Une aubaine pour honorer les femmes africaines qui luttent au quotidien pour un monde meilleur, l'égal accès aux opportunités d'éducation, de travail dans plusieurs domaines. Mesdames et messieurs, les femmes et le combat pour l'égalité des droits demeurent au cœur de nos actions. Ce gala me donne l'opportunité de réaffirmer notre engagement à œuvrer sans relâche pour leur bien-être. Je compte sur toutes les bonnes volontés. Des trophées ont été décernés à plusieurs femmes africaines grâce à leurs engagements et actions à travers les awards de la Women Night. Parmi les lauréates figurent des éducatrices, des artisanes, des femmes leaders issues des 5 régions administratives du Togo et des femmes de médias, notamment Kadi Touré, Caroline Da Silva, Hortense Asaga, invitées d'honneur, qui toutes transforment positivement leur milieu et créent des émules grâce à leur profession. Moi, je suis très partageuse, je suis très corporate. C'est pour ça que j'ai tenu à saluer que ce soit Kadi Touré ou Caroline Da Silva, qui sont des femmes de médias et méritantes. Et je sais combien le combat est difficile. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à les associer à ce prix-là, parce que c'est un combat de tous les jours. Comme je l'ai dit, c'est un sacerdoce que de faire ce métier. Le nom de mon groupement, c'est Yaltora. Yaltora, ça veut dire femme battante. Moi, j'ai commencé par élever les enfants depuis 1992. Et j'ai élevé à peu près 159 enfants démunis et orphelins. C'est maintenant que je vais faire plus. Tout ce que je n'arrivais pas à faire, je ferai tout et tout pour que ça réussisse. À noter que la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique œuvre pour l'amélioration des conditions d'existence de la femme et de l'enfant et la défense de leurs droits. Pour continuer à assurer sa mission, l'organisation humanitaire Agir Ensemble pour l'Afrique AEA prévoit d'amplifier ses actions et mettre en œuvre des projets de réhabilitation d'écoles et de centres de santé dans les territoires ruraux du pays. Le Rwanda accueille ce 16 mars le 73e congrès de la Fédération internationale de football association. Temps fort de ce rendez-vous organisé à Kigali, l'élection du futur président de la FIFA, une élection dont l'issue semble déjà connue puisque l'actuel patron de l'instance, Gianni Infantino, est le seul candidat en lice. Parallèlement à cette élection, le programme Football for Schools devrait également être lancé dans le pays. Reportage de notre correspondant Fraterne Dake Isenga. Dans quelques heures, le monde du football international se rencontrera à Kigali, la capitale du Rwanda, pour décider de l'avenir de ce sport durant les 4 prochaines années au niveau mondial.
Plusieurs personnalités sont déjà arrivées à Kigali pour le 73e congrès de la FIFA qui se tient le 16 mars 2023. Il s'agit d'un congrès électif puisque tous les 4 ans nous élisons le président de la FIFA. Donc ce congrès qui se déroulera à Kigali d'ici 48 heures permettra d'élire le futur président de la FIFA pour le cycle qui commence en 2023 et qui s'achèvera avec la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026. L'enjeu majeur est cet enjeu électif, mais au-delà, nous avons également un certain nombre de points à l'ordre du jour, dont la validation du budget des 4 prochaines années. Plusieurs activités accompagnent déjà le congrès, comme le lancement officiel au Rwanda du programme Football for Schools, un programme de la FIFA pour promouvoir le football dans les écoles. Une vision de la FIFA d'accompagner le développement du football dans le monde et notamment en Afrique. L'idée est d'être au plus près des fédérations. Parce qu'il ne s'agit pas effectivement juste d'envoyer de l'argent et puis d'attendre que l'herbe devienne plus verte. Il s'agit d'accompagner, y compris et surtout les fédérations, sur l'élaboration de leurs plans stratégiques. Comme je le disais, si on veut développer le football, il faut accepter de prendre le temps. C'est pour cela que nous avons pris du temps avec nos 54 fédérations en début février, autour d'un atelier de travail pour préparer le cycle qui s'ouvre de 4 ans, préparer leur vision stratégique, préparer leurs objectifs stratégiques des 4 prochaines années. Toutes les 211 associations membres de la FIFA et leurs délégations seront à Kigali pour le 73e congrès de la fédération. 54 de ces associations sont africaines. Kigali est la 4e ville africaine après Marrakech en 2005, Johannesburg en 2010 et Port-Louis en 2013 à accueillir le congrès de la FIFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.